Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la semaine. Voici les quelques actualités dont nous allons discuter avec nos invités. Après la levée de fonds retentissante de Blablacar il y a maintenant une dizaine de jours, c'est au tour de Litchi, fondé par Céline Lazorde, de rejoindre Crédit Mutuel Arkea pour un deal qui s'est fait quelques dizaines de millions d'euros. On parle de 50 millions. Je rappelle que Crédit Mutuel Arkea était l'un des actionnaires de Litchi. Ronan Lemoyle a énormément travaillé justement sur le dossier, notamment sur les aspects de réglementation pour pouvoir faire en sorte que Litchi Mongopay soit un acteur bancaire significatif. Et d'ailleurs, Crédit Mutuel Arkea va investir une dizaine de millions d'euros pour accélérer le développement international de Litchi. Dans le même ordre d'idée, on a les Nantais d'iAdvise avec leur capitaine Julien Hervouette qui viennent de boucler un tour de table de 14 millions d'euros pour également assurer leur développement à l'international. C'est une start-up de plus en fait française qui s'attaque au marché américain. Et puis je rebondis un petit peu sur la petite phrase de Michael Froger, le fondateur de Lengo, il y a quelques jours, qui disait justement on disait qu'à Nantes on ne pouvait pas de lever de fonds, non, Lengo il y a quelques jours, iAdvise cette semaine, donc on n'en finit pas. Et puis autre actualité, celle de nos invités Webedia, qui s'offre une part de Trade Lab. Et donc je suis ravi d'accueillir tout d'abord Cédric Siré, cofondateur de Webedia, et Johan Duspasquier, cofondateur, président de Trade Lab, pour en détailler un petit peu les raisons. Alors moi j'ai une question directe pour Cédric Siré. Aujourd'hui, pourquoi un éditeur doit-il verrouiller ses datas ? Parce que c'est notre actif le plus cher. Aujourd'hui, on a effectivement, quand on fait le choix comme celui qu'on a fait chez Webedia de la verticalisation, c'est-à-dire d'occuper des contenus qui sont dans le dernier kilomètre avant l'achat ou la consommation. Allociné est le dernier kilomètre avant d'acheter son billet de cinéma, aller voir un test sur jeu vidéo, c'est le dernier kilomètre avant l'achat d'un jeu, aller sur 750 grammes pour regarder une recette de cuisine, c'est le dernier kilomètre avant de la pratiquer, etc. La collecte de la donnée est l'enjeu majeur. Donc effectivement, on avait nos espaces publicitaires, qui étaient notre manière de monétiser jusqu'à présent l'audience qu'on faisait. On en a une deuxième aujourd'hui, qui est de monétiser cette donnée, ce qu'on fait très bien chez nous, qu'on a fait en investissant dans une équipe data programmatique en interne, dirigée par Sylvain Travers, qui a monté notre place de marché. Et puis on voulait aussi le faire à l'extérieur. Et c'est pour faire ça qu'on a effectivement fait un deal avec Trade Lab. On pourra revenir sur le pourquoi, mais l'enjeu c'est vraiment celui-là. Voilà, tous les espaces publicitaires aujourd'hui sur Webedia sont contrôlés par vous, sont commercialisés par Webedia, vendus exclusivement par notre régie. Et maintenant, à partir de maintenant, notre data pourra être commercialisée sur d'autres espaces via Trade Lab. D'accord. Bon, on comprend bien. Donc c'est un choix pour contrôler ce que Trade Lab va pouvoir faire des données de Webedia. Alors pourquoi pas avoir racheté tout simplement Trade Lab ? Parce qu'il faut, pour que les moutons soient bien gardés, il faut que chacun continue à faire son métier. Nous, notre métier, c'est de produire des contenus qui fédèrent des audiences et de qualifier au mieux ces audiences. Voilà, ça c'est notre métier. Le métier de Trade Lab, c'est, et d'ailleurs Johan en parlera beaucoup plus que moi, c'est de travailler sur les algorithmes, les technologies qui permettent de valoriser au mieux un certain nombre de données, dont les nôtres, mais pas exclusivement. C'est des métiers qui sont vraiment très différents de ceux qu'on a aujourd'hui. On fait déjà beaucoup de métiers chez un éditeur aujourd'hui. On fait des métiers de régie, on fait des métiers de référencement, on fait des métiers, on en fait beaucoup. Je pense que voilà. Et la deuxième chose, c'est que voilà, il ne faut pas qu'on confonde les poches. Il y a un travail de vendeur, il y a un travail d'acheteur. Les deux sociétés resteront complètement indépendantes. Et donc c'est pour ça qu'on a juste pris une participation au capital de Trade Lab pour verrouiller ces données. On a mis nos données dans un coffre-fort. On voulait aussi avoir une clé du coffre-fort et voir qui était le propriétaire de la banque. D'accord. Bon, c'est quoi ? C'est une participation d'une part sociale ou est-ce que c'est plus significatif ? Non, c'est un peu plus significatif que ça. D'accord. Est-ce que ça va contribuer au développement de Trade Lab ? Est-ce que l'idée, justement, c'est d'aller quand même un peu au-delà ? C'est le deuxième aspect. Je veux dire, on a choisi Trade Lab, certes parce qu'ils étaient indépendants, mais aussi parce qu'on trouvait qu'ils étaient très bons. Et à l'instar de
ce que fait Litchi, à l'instar de ce que fait Blablacar. On a une ambition commune que nous permet notre actionnaire, nous, Marc de la Charrière, via Fimalac, c'est l'internationalisation. On a une ambition d'internationalisation très forte. Nous, on a commencé chez Webedia, au Brésil, au Moyen-Orient, en Allemagne, etc. TradeLab a aussi mis des graines dans un certain nombre de pays en Europe. On a une ambition d'internationalisation commune très forte. Donc oui, ça sera l'un on va amener des moyens à TradeLab, et puis on va amener de la structure à TradeLab. Ça, c'est notre sujet commun des prochains mois. Alors justement, on va en parler avec Johan. Hein, donc tu as confondé cette société avec Charles, avec Charles Gros. Est-ce que tu peux justement, parce que la société a beaucoup évolué depuis son début, est-ce que tu peux nous camper à la fois le périmètre aujourd'hui sur lequel vous opérez, mais également un petit peu l'histoire qui est celle de TradeLab? Je commence par l'histoire peut-être. Donc effectivement, TradeLab, c'est une boîte de passionnés déjà. On a toujours été, et Charles et moi, dans le digital. Personnellement, je faisais des sites à 14 ans dans mon garage. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné, toutes mes études. Aussi, on a commencé à faire une première boîte dans la data. On ne savait pas trop quoi en faire en fait. Hein. On collectait la donnée et puis bon, voilà, quoi en faire. Programmatique est arrivé, on s'est dit ok, il y a un truc à faire. Le display, on n'y croyait pas trop avant que programmatique arrive. Et avec ça, on s'est dit ok, en France, il y a un savoir-faire mathématique notamment. Il y a un savoir-faire aussi de service. Et donc du coup, on va essayer en tout cas de challenger un marché, la tech, qui est trusté en grande majorité par les Américains. Enfin, c'est aussi nos partenaires, hein, bien sûr, mais on essaie de se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à faire en tant que Français, en France, en Europe, et pourquoi pas chez eux, aux US aussi. Et donc l'histoire de TradeLab, c'est ça, c'est de se dire, ok, comment on fait pour apporter une valeur ajoutée par rapport à des technologies du marché. Et on a commencé à développer des briques technologiques nous permettant de challenger ces technologies existantes, surtout drivées par les US. On a une croissance extrêmement forte dans un marché concurrentiel et je pense qu'on le doit beaucoup à nos hommes, au savoir-faire French Tech, hein, j'insiste là-dessus. Il y a combien de personnes aujourd'hui chez TradeLab? Il y a 68 personnes chez TradeLab aujourd'hui. Donc on a ouvert il y a 4 ans et on a fait une croissance de 100% chaque année. Donc forcément c'est exponentiel. Et on compte faire encore l'année prochaine 100% de croissance. Notre actionnaire, il a choisi, quand tu dis on a choisi des verticaux qui sont à la cuisine, on a choisi des verticaux où la France avait une position très forte. Sur le food, sur la mode et la beauté, sur le tourisme, sur le jeu vidéo ou sur le cinéma, c'est des positions où on ne peut pas contester en tout cas un savoir-faire français. Là, c'est un peu la même chose. On a l'ambition commune d'internationaliser l'excellence mathématique française et d'aller se confronter aux meilleurs avec les compétences mathématiques et algorithmiques qu'a développé TradeLab, avec effectivement ce qui nous a bluffé, c'est la qualité des personnes qui travaillent chez TradeLab et la matière grise qu'il y a dans cette... Alors justement, c'est qui travaille chez TradeLab aujourd'hui? C'est quoi le profil de Alors il y a un peu de tout. Déjà, nous, on est très ouverts. On n'est pas, diplôme addict, des choses comme ça. Donc ce qu'on aime, c'est des gens qui sont passionnés déjà, hein, par le digital dans son sens large. La publicité aussi, parce qu'en fait, on pense qu'il y a des choses qui ont du sens dans la publicité. On est tous un peu en recherche de sens. Et je pense que chez TradeLab, on a la matière de s'exprimer pour ramener un peu de sens dans la pub. Hein, bien sûr, à toute proportion gardée, on fait de la pub, on délire pas, hein, mais le fait de pouvoir cibler un utilisateur, de pouvoir limiter la répétition qu'on fait aux yeux de cet utilisateur, de pouvoir scénariser le type de création qu'on fait à un utilisateur donné, on pense que c'est un peu l'empire du moindre mal, hein, c'est d'essayer de faire en sorte de raconter quelque chose qui intéresse, en tout cas qui ne désintéresse pas un individu. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture d'entreprise, et je dirais qu'il faut à la base avoir un peu ce sens-là pour adhérer aux valeurs de TradeLab et en faire D'accord, partie. ça c'est la culture, mais d'un point de vue en termes de profil, c'est qu'ils sont déjà des ingénieurs, des statisticiens. Justement, j'y viens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont pas diplômées, hein, autodidactes, ça arrive.
Il peut y avoir, à partir du moment où ils ont ce Je truc-là, rappelle qu'il y a à peu près 8% de personnes, de collaborateurs dans les startups françaises qui ne sont pas diplômés. Ça, c'est chez France Digital. c'est à peu près, on est un petit peu au-dessus peut-être, mais pas beaucoup, on est à 10-15. Effectivement, il y a des ingénieurs, alors là, effectivement, avec les grands diplômes qui vont bien, X, Normal Sup, donc voilà. Il y a des écoles de commerce, mais aussi beaucoup d'économètres. Donc c'est en général l'ENSAE qui produit le plus d'économètres, donc il y en a un certain nombre. Et puis surtout un double diplôme, on aime bien ça, c'est-à-dire effectivement un profil économètre stats plus un profil market com, pour pouvoir parler à un client aussi et comprendre sa problématique et pas tout faire que dans son coin. Voilà, c'est vraiment un mix des deux, entre des personnes passionnées, des gens qui ont effectivement un savoir-faire économétrique et mathématiques appliquées en l'occurrence, pour faire en sorte de performer un peu plus que le reste. D'accord, on a eu le point de vue de Cédric Siré sur la prise de participation. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de votre côté? Qu'est-ce qui vous a dit, ça a du sens par rapport à la stratégie de TradeLab aujourd'hui et demain, et celle que vous poursuivez qu'est-ce qui justement vous a plu dans le profil de Webedia, qui est une boîte en hyper croissance, qui est d'ailleurs un acteur aujourd'hui média majeur dans tous les domaines d'ailleurs. Non, 5 domaines choisis. 5 domaines, il y a un vrai focus. Pas dans tous les domaines. Non, mais c'est important pour Webedia, et je te laisse répondre après, on n'a pas de stratégie d'acquisition pour l'acquisition, on n'a pas de stratégie qui consiste à grossir pour grossir. On est dans un modèle industriel qui est basé sur 5 verticales, encore une fois, celles qu'on a choisies, et 2 business models qui sont la publicité et le e-commerce sur lequel on est en train de se développer. Voilà. Webedia, c'est ça, c'est extrêmement structuré. Toutes les acquisitions rentrent dans ce cadre-là, soit pour faire en sorte que nos streams de revenus publicitaires soient plus gros, soit pour que nos streams de revenus d'e-commerce soient aussi plus gros, et ensuite sur 5 verticales, et on n'en sortira pas. On a à côté de ça une société de service qui fait du service pour les marques, en utilisant nos talents de publisher. Mais voilà, le modèle, il est industriel, c'est pas une société de portefeuille. Vous ne perdez Webedia. pas. Alors on revient sur TradeLab. Ouais, pour te raconter un peu le truc, c'est qu'au départ, on a fait on a vu un certain nombre de fonds d'investissement, puisqu'on voulait passer une étape supérieure, notamment l'international, et lever des sommes conséquentes. Donc voilà, on a vu un certain nombre d'investisseurs, et en fait, ça nous a paru pas du tout nos gènes, en fait. On ne s'est pas reconnu dans ce processus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une rencontre, clairement, avec Cédric, en l'occurrence, puis tout le reste des fondateurs de Webedia, Marc Ladré de la Charrière aussi, qui sont tous des entrepreneurs. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous, beaucoup d'importance, et des entrepreneurs et pas des moindres. Et puis il y a l'autre dimension, c'est les verticales qui sont poussées par Webedia, qui font extrêmement sens avec ce qu'on veut pousser nous aussi. C'est-à-dire effectivement le savoir-faire français, entre guillemets, européen dans son sens plus large, dont le principe est justement de pouvoir coupler les deux et de pouvoir s'internationaliser avec quelque chose qui apporte de la valeur dans un pays comme les US par exemple. Si on va parler de mode beauté, ou on va parler effectivement peut-être au travers de data ciné ou de data jeux vidéo, en rajoutant nos technologies par-dessus, il y a un axe important de pénétration d'un marché avec quelque chose qui, un, nous intéresse, et deux, dont on pense qu'on a un savoir-faire. Voilà. Et ça, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vérifié. Je veux dire, quand on regarde ce qu'est capable de faire TradeLab, quand on injecte dedans nos données cinéma pour un distributeur de films, au-delà du fait qu'on sentait que ça fonctionne, ça marche vraiment avec des niveaux de performance qui sont absolument dingues. Et ce qu'on a vérifié sur le cinéma, c'est vrai sur le jeu vidéo, c'est vrai sur le cooking. Donc c'est de la donnée de qualité proprement collectée, extrêmement fraîche, sur des sites premium, combinée à un savoir-faire mathématique au niveau de ce que produit TradeLab, permet d'avoir des niveaux de performance pour les clients de ces univers-là qui sont sans comparaison. Et alors après, quand on les corrèle avec ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'acte d'achat, de développer de la billetterie en ligne sur le cinéma, etc., enfin, on ne casse plus la chaîne et on a des performances et un tracking complètement transparent pour ces clients, qui est des choses qui n'étaient pas possibles avant en tout cas. Qu'est-ce que ça va impliquer pour les clients de TradeLab aujourd'hui, justement, que Webedia soit au capital?
Pour les clients de TradeLab, on va dire que déjà on a un accès à la donnée que les autres n'ont pas, qui peuvent leur apporter de la valeur. Donc je pense notamment au captif, au secteur captif des verticales de Webedia. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Je dirais même que ça irrigue sur d'autres secteurs, puisque effectivement avoir de la donnée d'un possesseur de PS4, ça peut intéresser d'autres acteurs que directement les éditeurs de jeux vidéo. Après, je dirais que nous, on a eu des retours déjà, des clients qui, pour la plupart, nous ont dit bravo, c'est super. Et puis, il y a Webedia, mais c'est Fimalac aussi. Et Fimalac, c'est un gros booster pour une entreprise comme la nôtre. Si on a besoin de... C'est quoi? C'est de la légitimité? C'est de la réassurance sur votre développement? Complètement. Ouais, c'est aussi un stamp. C'est de dire... Ok, TradeLab, ils ont été sélectionnés quelque part par des acteurs sérieux. Donc, c'est pas pour rien. Ils ne sont pas... Et c'est des moyens, je veux dire, c'est une boîte dans laquelle Véronique Morali, avec qui je dirige ce groupe, et Marc de la Charrière ont vraiment décidé d'investir significativement. Donc là, on est en train de construire les plans. Et Fimalac va aussi donner des moyens à TradeLab, au-delà de la... de l'opérationnel. Et qu'est-ce que ça va impliquer pour les éditeurs qui vous confient justement leurs données qui peuvent être concurrents de Webedia? Alors, les éditeurs, on a effectivement une activité de monétisation de la data, mais c'est aussi parce qu'on est structuré là-dessus que ça fonctionnait bien avec Webedia. A priori, il n'y a pas de problème. Effectivement, en tout cas, de ceux avec lesquels on travaille, il n'y a pas de problème. Après, peut-être qu'il y en a certains qui vont se poser des questions. Ils vous ont appelé, ils vous ont posé des questions Non, il y a juste eu, effectivement, peut-être un éditeur avec lequel on travaille qui s'est simplement demandé est-ce que ça allait changer quelque chose dans nos relations. Non. Alors justement, c'est le moment de leur dire, de leur passer le message. Quelle est votre vision sur le sujet? En fait, c'est de dire que nous, notre enjeu, notre travail, en plus on est transparent sur les inventaires qu'on achète. Donc, de fait, nos annonceurs savent combien on achète et où. Et notre métier, c'est d'acheter de façon agnostique. Notre métier, c'est d'apporter la meilleure performance à un annonceur. C'est un enjeu qui est simplement data. Donc, d'un côté, nous, on a la possibilité de monétiser la data de Webedia, la faire fructifier, proposer quelque chose à des annonceurs, à des secteurs, notamment le captif, qui n'existait pas. C'est une nouvelle offre. C'est fantastique à ce niveau-là. Puis l'offre est vraiment sexy, marrante. Il y a vraiment c'est fou, quoi. C'est génial. Et de l'autre, conserver absolument notre indépendance. C'est-à-dire qu'en termes d'achat, en termes de stratégie, c'est vraiment ça l'objet du deal. On n'aurait pas pu faire un deal différemment. Nous, on a vraiment regardé deux choses, et ce qui vaut pour nous vaut pour tous les autres. C'était que c'est un acteur qui, au-delà d'être indépendant, est complètement transparent et où tout est absolument traquable. Ce qui est vrai pour nous étant vrai pour tout le reste des éditeurs et tous les annonceurs, que ce soit des agences médias ou que ce soit des annonceurs en direct. Donc à partir de là, à partir du moment où il y avait ce principe de transparence et système opérationnel où tout est traqué, c'est quand même des choses qui réassurent beaucoup. La transparence, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui au marché? Oui, je pense que c'est quelque chose qui manque au marché. En tout cas, nous, on y est extrêmement attachés, que ce soit dans notre position de régie ou dans notre position de monétiseur de data avec TradeLab, et on n'aurait pas pu choisir des gens pour qui ce n'était pas un enjeu majeur. Le digital, pour se développer, a besoin d'être vertueux et a besoin d'être transparent. Et on pousse à ça tous les jours. La vertu étant effectivement un certain nombre de bonnes pratiques qui vont sur le green data, de la bonne pratique sur des KPI, des taux de performance, etc. Et ensuite, sur effectivement la transparence absolue. Il faut que le digital fait encore un peu peur aux annonceurs, un peu trop. Il n'y a que par la transparence qu'on va effectivement lever tous ces doutes-là, notamment sur les générations qui ne sont pas des générations digitales natives. Donc c'est indispensable. Je vais rebondir un petit peu sur la consolidation du marché des médias. Il y a Xavier Niel, Pigas, qui avait amorcé un petit peu le schéma. Patrick Drahi a lui fortement accéléré la mécanique. Quel est ton regard justement, Cédric, sur ce changement de donne où d'ailleurs du coup Webedia apparaît comme un acteur majeur dans le numérique? Il y a deux raisons qui poussent à ça.
La première, c'est qu'on est sur un moment de rupture de marché où il y a des révolutions qui impactent très fort le digital et qui créent la recomposition. Je veux dire, on est passé du texte et de la photo à la vidéo, on est passé du desktop au mobile, on est passé de la publicité où on envoyait un vendeur voir un acheteur à la publicité qui est de plus en plus programmatique et mathématique. On est passé d'un endroit où on faisait notre audience avec essentiellement une marque et Google à quelque chose qui est beaucoup plus distribué avec des gens comme Facebook qui commencent à peser 20-25% de nos audiences, etc. Ça s'est complexifié, ça s'est distribué, ça provoque une reconsolidation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est juste, je reviens sur le point, le programmatique fait qu'on est passé d'un business où l'important c'était la taille critique. L'enjeu, c'était juste de sortir des radars et ensuite poser des OP sur nos audiences. À un enjeu où, via le programmatique, on arrive à valoriser tous les inventaires, où l'enjeu, c'est la taille maximum. D'où cet effet de consolidation. Donc ça, c'est d'être... Enfin, aujourd'hui, si on veut garder de la croissance sur le marché, on voit que ceux qui ont la plus grosse croissance sont les grosses plateformes américaines, hein, les Google, les Facebook, etc. Et pour se battre en face de ces gens-là, il faut d'abord un effet taille. Donc voilà, c'est un marché qui va continuer de se consolider, avec en plus une logique des fameux câbles opérateurs qui veulent rapprocher contenant et contenu, qui sont d'une logique industrielle encore différente de nous. Nous, on travaille sur le contenu et en plus le rapprochement avec les tuyaux, quoi. Alors on va rentrer dans l'actualité qu'on évoquait au tout début. Donc voilà, on a une série d'entrepreneurs français qui décident, une fois que leur produit, que leur service soit bien développé et bien mature en France, décident de le déployer à l'international. On se rend compte que le marché américain est le premier marché ciblé. Je pense sauf pour Blablacar, pas pour Blablacar par exemple. Sauf pour Blablacar, où effectivement il y a une autre problématique d'usage, où en fait le covoiturage aux États-Unis n'est pas une pratique, je dirais, usuelle. Cela étant dit, donc on a PeopleDoc, on a Sticky Ads avec Hervé Brunet. Là aujourd'hui, donc on a Litchi, on a également Julien Hervouette d'iAdvise et Lengo qui se développe sur le marché américain. C'est quoi votre analyse justement sur à la fois ces entrepreneurs qui font évoluer leur société, parce que ce sont de jeunes entrepreneurs. Là on parle d'entrepreneurs qui ont entre 30 et 40 ans. Donc cette jeune génération d'entrepreneurs qui aujourd'hui dépasse les frontières et qui n'hésite pas justement à se doter de moyens importants pour y arriver. Qui prend le point? Moi je trouve ça génial, enfin, c'est galvanisant, ça donne du courage. On a envie de ça en France. On voit toute la journée, plutôt dans les infos, les news, chez les gens, chez les uns et les autres, même chez nos amis, un peu de déprime, faut le dire. Et moi personnellement, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Surtout qu'on est allé, nous on a eu la chance d'être membre de l'accélérateur UBIO à San Francisco. On l'a refait cette année au Canada, effectivement, avec des entrepreneurs français qui faisaient partie de cette mouvance, de ce mouvement. Et vraiment, nous, on a envie d'avoir des Facebook européens, je dirais, plus généralement que français, les Blablacar, enfin Uber, Blablacar, c'est quasiment comparable. Je veux dire, on peut comparer les deux, c'est fantastique. Effectivement, on a besoin, en tant qu'entrepreneur français, d'être soutenu pour pouvoir le faire. Donc, pour iAdvise de lever 14 millions, c'est génial. Je ne suis pas sûr que quand on regarde leurs chiffres, les fonds d'il y a 10 ans puissent se dire j'investis autant chez iAdvise qu'aujourd'hui. Litchi a besoin de s'adosser, nous on a besoin de nous adosser un petit peu. Donc être suivi par des gens qui misent sur des entrepreneurs français, c'est aussi un peu la clé. Et ça, c'est quelque chose qui nous rassure et nous donne... c'est vraiment super. Et les business le permettent, c'est-à-dire que vous êtes bien placé pour le savoir, dans le business des médias, qui est le nôtre, quand on veut s'internationaliser, on a une approche qui n'est pas globale, mais multilocale. On est dans un business qui est encore assez localisé. Là, c'est les nouveaux business de plateforme, que ce soit celui de Blablacar, celui de Céline sur Litchi, etc., c'est des business, comme on dit, qui scale un peu plus. Et les États-Unis sont le marché du scale. Il y a de l'appétit, c'est c'est monolangue. Il y a des fonds et des usages qui se font extrêmement rapidement. Donc effectivement, comme les produits le permettent, que c'est le marché idéal et que effectivement il y a des gens qui investissent de l'argent, qui prennent des paris pour que effectivement de petits Français aillent
essayer de faire la compétition aux grands Américains, bah, ça devient possible. Donc il faut continuer ça. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Je veux dire, dans le média, il faut accepter d'être multilocal. Je veux dire, c'est pour ça que quand Business Insider vient en France, il s'associe avec une marque média locale. Le scale se fait de manière un peu différente. Alors justement, on parle de français, on parle plus de parisien, parce que justement, c'est iAdvise, c'est à Nantes, on peut parler aussi de Sigfox à Toulouse. On voit de plus en plus également ces entrepreneurs en région. C'est quoi votre regard justement sur la dimension French Tech? Sticky à Montpellier aussi. Et Sticky Tids à Montpellier. Tids à Montpellier. Il y a une magnifique boîte dans le mobile, SciMob à Montpellier, qui a développé des jeux superbes. C'est la journée de Montpellier alors. Non mais on travaille avec des Millennium, on les a trouvés à Marseille. On travaille avec Overblog, qui a des compétences incroyables à Toulouse. Donc le talent, il est partout sur le territoire, il n'est plus que parisien. Moi, et y compris, je rêverais d'être participant en projet qui va déployer la halle Fraissinet, qu'a fait Xavier Niel à Paris, partout sur le territoire. Je pense que ça serait un accélérateur majeur encore du développement. Alors ça existe déjà, c'est Aura Technologies par exemple à Lille, qui est... Peut-être, mais moi, il y en a pas assez dans le sud, quoi. Voilà. Il y en a pas assez dans le sud. Le message passe. Elle est partout et c'est tant mieux. Et je pense que, y compris le politique, devrait se focaliser sur l'investissement dans le numérique, parce que sur des régions comme celle que je connais bien, dans le sud de la France, c'est un des gros enjeux. Alors c'est assez drôle, c'est l'un des gros enjeux, mais on a interrogé Rousset et Calmel à Bordeaux, justement sur leur programme numérique dans le cadre des régionales. On a été un petit peu surpris des réponses, où ils nous parlent de très haut débit. Visiblement, il y a vraiment une fixation sur le très haut débit. Ils parlent un peu moins d'économie numérique. Aujourd'hui, comment justement vous, en tant qu'entrepreneur, quel est le message que vous avez envie de passer justement aux politiques pour les aider à mieux, mieux appréhender la dimension à la fois de la transformation et à la fois justement de l'entrepreneuriat dans leur région? Pour ma part, je pense que ce qu'il faut, c'est que le politique dépasse le sujet de l'infrastructure haut débit et de la zone blanche. Il faut qu'on descende maintenant, ça c'est la macro, il faut descendre un peu plus dans le micro, de travailler sur les compétences, qu'on en ait plus. Encore une fois, il y a des ressources trop rares en France. D'accord, donc là c'est les compétences régionales, justement, c'est affecter des budgets à la formation, à l'éducation. Qu'on trouve plus facilement des développeurs, qu'on trouve plus facilement des développeurs mobiles, que des data scientists qu'on cherche tous, on arrive à s'en trouver. Le premier sujet, il est sur les compétences. Le deuxième sujet, il est sur le financement de l'innovation. Il y a des choses qui ont été faites, la BPI fait du bon boulot, le ministre Macron propose un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Je pense qu'on devrait encore l'accélérer. Encore une fois, si on croit vraiment à cette French Touch, à cette French Tech, etc., il faut y mettre encore plus de moyens. Si on avait un message à passer aux politiques, nous de notre côté, on est un peu terre à terre, c'est-à-dire que simplement on a des problèmes de recrutement, évidemment, comme tout le monde. Mais on se rend compte quand même que c'est les privés et les entrepreneurs qui développent eux-mêmes des écoles pour créer leurs futurs employés salariés. On va dire peut-être des gens avec lesquels ils vont s'associer demain ou des boîtes qui vont racheter demain. Voilà, on parle de Niel, on parle de Cégide, on parle de LDLC, on peut parler de... Alors que, à un moment donné, c'est quand même un peu le rôle de l'État de pouvoir aussi faire émerger des talents en France, en tout cas beaucoup plus volontairement, avec une politique beaucoup plus franche et des financements beaucoup plus importants, mais même, je dirais, au niveau du lycée. Beaucoup plus tôt aussi, pour pouvoir faire comprendre à des gens parfois perdus que c'est peut-être là qu'ils doivent aller. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, on pense, et on est tous passés par le lycée. Et si on n'avait pas été un gros geek à aimer les ordinateurs dès le début, peut-être qu'on serait passé à côté d'une super aventure, quoi. Voilà, on l'a dit en début d'émission, il n'y a pas que des bacs plus 5, il y a énormément d'autodidactes, de gens passionnés. Donc ça, c'est vraiment le message aussi qu'on peut passer aux politiques, c'est le numérique a justement besoin de ces gens passionnés qui se forment en 1 année, 2 années, en apprentissage aussi, qui permettent... En apprentissage, en cours à distance, mais YouTube aujourd'hui est un formateur exceptionnel. Donc y a
des cours professés sur YouTube, hein, pas l'entité YouTube. Donc oui, il faut passer à ça. Et effectivement, dans nos boîtes, on a des diplômes et de la passion, quoi. Et c'est la combinaison des deux qui fait une partie du succès. Et effectivement, les passionnés, en général, ils sont même meilleurs que les diplômés. Alors parlons un petit peu maintenant start-up. Quelle est la start-up, qu'elle soit française ou qu'elle soit étrangère, qui récemment a un petit peu marqué vos esprits, qui soit au travers de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse qui l'apporte, soit au travers justement de la technologie ou du service qu'elle déploie, qui prend le point. Moi, je peux commencer si vous voulez, mais j'en ai une. Alors, c'est une de geek, hein. C'est sur le cross-device, donc voilà, sur le mobile, qui s'appelle Screen6, qui sont tout petits et ils ont probablement craqué des trucs, donc, en étant peut-être 2 ou 3, alors que certaines autres boîtes dans le cross-device. Donc, cross-device, c'est juste alors, qu'est-ce qu'ils font là pardon, c'est pouvoir réunifier l'utilisateur, quel que soit son surf, entre sa mobilité, donc tablette mobile, et son desktop. Donc, c'est pouvoir se dire, OK, c'était l'utilisateur qui a utilisé ce téléphone et ensuite il s'est rendu sur son desktop et c'est le même. Donc, on va essayer d'éviter de le spammer 2 fois. Tu vois. Donc, ça, c'est pas encore craqué complètement, mais ça avance. Donc, c'est super sympa pour nous. Et puis de façon un peu plus globale, qui touche un peu plus tout le monde, c'est vrai qu'on a, enfin moi personnellement j'ai vraiment un attachement à Blablacar. Avec Blablacar, c'est quelque chose que mes potes utilisent. Alors moi personnellement non, puisque je suis plutôt Paris et train, Paris, enfin sud, donc je fais tous mes trajets assez loin, donc j'ai pas le courage de faire 10 heures de voiture. Mais l'expérience m'attire énormément et j'ai surtout plein de potes qui le font, notamment en province et notamment d'ailleurs dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales, où c'est pas très bien desservi. Il n'y a pas beaucoup de bus, il n'y a pas beaucoup de trains. Et en réalité, il y a aussi des rencontres. Et ce qui soulève ce projet, quand on parle de sens, il soulève des rencontres entre des personnes. Et ça, c'est... moi, je trouve que ça, c'est vraiment super. Vraiment. Cédric, une start-up. Je vais pas faire original. J'en vois beaucoup, parce que... récemment, les 2 qui m'ont le plus impressionné, les premiers, c'est eux, objectivement. Ce que je l'ai vu là-bas, je l'ai vu nulle part ailleurs. La deuxième, c'est des gens que j'ai rencontrés la semaine dernière de Montpellier, cette petite boîte qui s'appelle SciMob, qui produit des jeux mobiles avec un niveau, donc c'est eux qui font le 94%, qui est aujourd'hui le jeu mobile qui est le plus tendance, etc. Objectivement, là, dans cette boîte, il y a un savoir-faire, un savoir-faire qui est extraordinaire. D'accord, une future acquisition ? Non, on n'était pas dans ces sujets-là avec eux. Mais enfin, je veux dire, voilà, c'est des gens, ils touchent, ils font, et je suis surpris par des chiffres qui se comptent en dizaines, parfois centaines de millions de téléchargements. Enfin, c'est des choses magnifiques, quoi. Alors on va passer un petit peu à l'agenda de la semaine à venir, donc les grands rendez-vous. Donc je rappelle, French Web organise un French Web Day FinTech, donc le 22 octobre, prenez vos places, il y a 150 places. Il y en a déjà une bonne partie qui a été bookée, profitez-en, c'est une journée où on va aborder à la fois les questions techniques, mais également toutes les questions d'usage. Donc c'est le 22 octobre, on en a un sur l'IoT le 26 novembre, donc on va enchaîner très très vite. Et puis la semaine prochaine, d'une manière très concrète, donc la grande matinée des métiers du digital, organisée avec l'Axel, que d'ailleurs j'aurai l'honneur d'animer. Donc on va parler de transition digitale, donc à travers des emplois et des compétences. On va parler de recrutement, bien entendu, et on va parler comment justement, quelle est la culture d'entreprise qui est nécessaire pour justement réussir à animer et à retenir aussi ces talents en tant que tel. Et puis le Hub Forum, donc le 4 et le 5, ou le 5 et 6, je me trompe à chaque fois, octobre. Donc on sera également présent pendant ces 2 jours où l'ensemble de la communauté annonceurs, marques, pourront échanger sur un grand nombre de sujets. Bien entendu, nous avons les ateliers en ligne, donc là vous n'avez pas besoin de vous déplacer, c'est directement à partir de votre ordinateur. Donc Amis Entrepreneurs, un sujet avec nos amis de Financière Cambon sur les fusions
fusion-acquisition, quels sont les facteurs clés d'une transaction réussie. Donc voilà, on a un petit peu, on va aborder tous ces aspects-là. Un autre sujet sur la fidélisation, comment récompenser aujourd'hui justement vos utilisateurs, vos clients au travers d'un programme de fidélisation. Et puis un atelier en ligne sur les applications mobiles, de manière à développer une expérience utilisateur plus engageante, plus performante. Donc ça c'est cette semaine sur French Web. On met tous les liens bien entendu en bas. Et puis en bas d'émission, et bien entendu donc le livre de la semaine, je n'ai pas celui de Jean-Baptiste Rudel. Jean-Baptiste, si tu regardes l'émission, merci de nous l'envoyer, on le présentera la semaine prochaine. Bien entendu, tu y parles d'entrepreneuriat, tu y parles de fiscalité, donc on ira plus en détail. Et puis un très beau bouquin de notre ami Jean-Noël Chintreuil, donc RH et Digital. Donc grand sujet justement qui nous touche tous, donc à lire, c'est aux éditions Dia et Tino. Donc voilà, d'ailleurs je rappelle que la semaine de l'emploi dans le numérique que nous organisons, 4e édition, c'est à partir du 2 novembre. Néanmoins, la clôture des inscriptions pour la partie du top 100 des métiers du numérique, des entreprises qui recrutent dans le numérique, ça s'arrête le 30. Donc n'oubliez pas de vous inscrire. Je rappelle que c'est gratuit. Il suffit juste de dire qui vous recrutez, combien de personnes vous recrutez. Et puis nous, on se fera un grand plaisir de parler de votre société pendant cette semaine, donc qui sera, elle, du 2 au 8 novembre. J'en profite donc pour remercier mes invités d'être venus cette semaine. Merci Cédric, merci Johan. Et à la semaine prochaine.